toute façon, les hommes de mon âge, c'est rédhibitoire. Je pense 90%, voilà, ce qui les intéresse, c'est les femmes, l'alcool, les voitures, la cigarette, éventuellement la drogue ou des choses comme ça. Mais ça reste dans un environnement relativement fermé. Ouais, j'ai eu une facilité déconcertante à le faire. Ouais. T'as l'impression d'avoir été poussé un peu par... Ouais, clairement. Que ce soit par lui ou en tout cas des énergies. Ah, pour moi, je l'ai fait pour lui. Ah ouais. 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 Ça t'a donné 2 fois plus de force. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, on était en groupe, mais moi, j'ai pratiquement toujours marché tout seul. Comprendre combien de temps il faut qu'on reste avec les gens pour s'amuser, pour profiter. Il faut aussi comprendre combien de temps on a besoin pour nous. Ouais. Parce que cette solitude-là, je pense qu'elle permet d'évoluer très rapidement, si on en a envie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Antoine. On va parler de son parcours. Il a vraiment un parcours atypique, hyper intéressant aussi par rapport à son âge. Je trouve assez fou l'évolution qu'il a. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant. Je pense que c'est une vidéo qui pourra aussi beaucoup vous inspirer au-delà de la sensibilité, juste son parcours en fait qui est très inspirant. On en parle tout de suite ensemble. Alors tu me disais pour commencer que petit tu vivais chez tes grands-parents. Tu avais un lien spécial avec eux? Ouais, je passais beaucoup de temps là-bas, précisément à partir de la séparation de mes parents. Parce que mon père, quand il s'est séparé de ma mère, du coup il est retourné quelque temps chez ses parents avant d'avoir un logement et d'avoir la capacité de nous accueillir. Mais on allait quand même, quand ils avaient les gardes partagées, etc., on passait quand même du temps avec mon papa. Mais du coup, on dormait, je crois bien que même si je dis pas de bêtises, on dormait les 3 dans le même lit, avec ma sœur, mon père et moi. Parce que du coup, il y avait que ça, et puis on faisait avec, quoi. On était chez mes grands-parents, mais voilà, on avait envie de quand même conserver notre temps avec notre papa. Et puis, je passais beaucoup de temps là-bas parce qu'ils avaient une grande maison, il y avait beaucoup d'espace autour. Ma grand-maman était très fleurs, plantes, nature. Il y avait des grands arbres autour de la maison. Il y avait des chiens. Moi, j'ai toujours adoré les chiens. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose là-bas qui faisait que moi, j'adorais y aller parce qu'il y avait une ambiance très, très reposante. Et avec tous ces arbres et cette végétation, on habitait au milieu d'un village, mais c'est comme si on était au milieu d'un peu de nulle part. Il n'y avait pas de nuisances sonores, pas de choses qui dérangeaient. C'était agréable d'être là-bas. Une ambiance qui te convenait. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu me disais aussi que tu avais eu des contacts avec des défunts. Alors, je ne sais pas comment tu les as sentis. Est-ce que c'était dans cet endroit? C'était chez mes grands-parents, ouais. D'accord. Quand j'étais petit, après cette période où on était tous dans la même chambre, ça arrivait qu'il y ait mon cousin, ma sœur, moi, qu'on se retrouvait des fois à dormir chez mes grands-parents. Je sais que moi, je dormais toujours dans la même chambre, où il y avait une grande armoire à côté de la porte de l'entrée et un Velux qui donnait directement sur le ciel, du coup. Et régulièrement, ça m'arrivait que j'avais besoin d'appeler ma grand-maman parce que quand il était l'heure d'aller au lit, qu'on me couchait, j'avais très régulièrement une silhouette un corps humain tout fait de noir, donc je ne voyais pas un visage ou quoi que ce soit, mais c'était une silhouette humanoïde avec une sorte d'aura relativement blanche qui partait sur le bleu, comme si c'était vraiment un bonhomme noir qui avait de la lumière qui était projetée autour de lui. Et puis, cette personne-là venait régulièrement le soir discuter avec moi et il voulait que je l'accompagne. Je ne sais pas vraiment où ni pourquoi, mais je sais qu'il avait quand même une légère insistance où il voulait que je le suive et qu'il avait quelque chose à me montrer, quelque chose à m'expliquer. Moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas forcément ce qui m'arrivait. Je ne faisais pas ce lien, je n'avais pas le recul et la maturité que j'ai maintenant pour comprendre ce phénomène-là. Du coup, j'appelais régulièrement ma grand-maman parce qu'elle, elle voyait pas, mais elle comprenait. Elle disait pas, il n'y avait pas ce jugement de « mais tu dis des bêtises, c'est rien, maintenant on va au lit, tais-toi », etc. Elle savait très bien de quoi je parle et puis elle m'aidait à demander à ce monsieur qu'il me laisse tranquille, que je puisse m'endormir et puis passer ma nuit de sommeil tranquille, quoi. Ouais.
Donc très ouverte quand même. Oui, Ouais. ouais, ouais. Je sais Ma pas grand-maman, elle a toujours baigné dans ces choses-là, les énergies. Elle a beaucoup travaillé durant toute sa vie. Elle était bénévole chez les Samaritains. Elle a énormément accompagné des gens qui avaient des pathologies très graves, des accidents très graves, des gens qui étaient suicidaires, qui avaient des problèmes de maladie mentale, etc. Elle a travaillé dans les hôpitaux. Elle formait le personnel dans les hôpitaux à accompagner ces gens-là. Je crois qu'elle a même aidé pendant un certain temps, je me rappelle, elle m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps, elle aidait les grutiers qui faisaient le permis de grue mais qui avaient le vertige. Ah ouais. Du coup, elle les accompagnait dans le processus des peurs, je pense. Ouais. Beaucoup, elle a vu beaucoup de choses. Elle n'explique pas tout ce qu'elle a vécu, mais elle a vécu beaucoup de choses qui étaient, je dirais, en lien avec la mort. Pas forcément les défunts directement, mais la mort, ouais. Ça, Donc, oui. beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition. Ouais, énormément. Une facilité un peu à guider les autres aussi. Oui, et beaucoup de. On discute assez souvent de ça quand on est les deux, parce que mon grand-papa, lui, c'est plus. Lui, il lui faut des chiffres, du concret, très différents. Ils sont un peu les deux assez radicalement opposés sur ce point de vue-là. Mais ma grand-maman, elle a beaucoup. Avec moi, on parle énormément de choses parce que je pense qu'elle comprend, elle voit aussi cette sensibilité et le parcours que je prends dans ma vie, ce qui fait qu'on a des échanges très intéressants. D'ailleurs, je pense que c'est même des échanges que j'ai jamais pu avoir avec d'autres personnes dans le courant de ma vie. Très, très ouverte à ces domaines-là. Ouais. Et puis très passionnée par l'herboristerie, les soins avec les plantes et ces choses-là. Donc moi, ça m'a toujours intrigué. Depuis que j'étais petit, je la voyais préparer ses bocaux. Elle avait toujours des plantes dans le jardin, des trucs qu'elle cultivait, etc., qu'elle ramassait, qu'elle faisait sécher. Moi, je voyais ce processus-là en étant petit, même si je ne savais pas vraiment à quoi ça servait concrètement, mais j'ai toujours eu de l'intérêt pour ce qu'elle faisait. Puis elle a toujours été assez discrète vis-à-vis de ça. Tu penses que ça t'a ouvert indirectement d'avoir une grand-maman comme ça? Je pense que ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait vraiment à vouloir toujours aller là-bas, parce que d'un côté, vu que ma grand-maman a toujours été très discrète, peut-être peur de déranger avec ces choses-là, etc. Parce que quand elle était petite, depuis plusieurs générations, sa maman, etc., sa maman était sage-femme. Et elle travaillait aussi beaucoup avec l'herboristerie et ce genre de choses-là. Elle soignait énormément. Elle s'occupait plutôt des femmes, vu qu'elle était sage-femme. Ouais. Mais sa maman et elle ont toujours été traitées de sorcières à l'époque. Ouais, donc il y a une lignée, on pourrait dire, d'ouverture. Je pense, ouais. De ce côté de la famille. Mon père, je pense qu'il a aussi été amené à vivre des choses qui l'auraient poussé dans cette direction-là. Mais il a vécu des choses un peu plus négatives, un peu plus difficiles. Peut-être négatif, c'est pas le bon mot. Je pense que c'est plutôt difficile. Ouais. Et il a beaucoup plus eu de peine à vraiment s'ouvrir à ces choses-là. Il a toujours eu ce recul de non, mais on est dans le vrai monde. C'est un peu comme mon grand-père, très dans le chiffre, dans le concret, dans tout ce qui est abstrait, tout ce qui se voit pas, tout ce qui est pas palpable. C'est trop utopiste. Non, peut-être pas utopiste, mais c'est trop créatif, c'est trop en dehors de la marge de l'éducation plus rude qu'il y avait à l'époque, quoi. Ouais, je comprends bien. Après, un petit peu plus tard, tu disais que tu es devenu très autonome, tu as commencé à te débrouiller seul, que tu étais adolescent. C'est quoi qui fait que tu as toujours eu besoin de faire par toi-même, une sensation de liberté, de te trouver ton espace à toi? J'ai ressenti très vite, en fait, après la séparation de mes parents, je pense que c'est quelque chose qui les a beaucoup affaiblis, autant l'un que l'autre. Et j'ai souvent eu l'impression, dès que mon père était plus à la maison, que moi j'avais un certain rôle à apprendre. Parce que du coup, j'avais une sœur et une maman, mais il n'y avait pas d'homme à la maison, quelque part. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai fait ce cheminement-là où je me suis, très très jeune, j'ai pris des décisions et des initiatives qui ont fait que j'avais ce besoin de me débrouiller seul et puis pas de dépendre de qui que ce soit et de presque quelque part pas vouloir déranger ou pas vouloir demander. Je voyais que les gens avaient besoin d'aide et puis en fait je ne me voyais pas demander de l'aide à des gens qui arrivaient déjà potentiellement eux pas à en demander et qui étaient dans des situations pas très agréables et confortables. Ouais, donc tu veux pas trop déranger. Tu as ce truc-là quand même. J'ai même encore ça actuellement, que des fois j'y pense et je sais que je dois travailler dessus, c'est que
j'ai cette espèce de syndrome du sauveur. Dans les relations amoureuses particulièrement, j'ai souvent eu des affaires où moi, je sais qu'avant que je rentre dans la relation et tout, moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Je suis quelqu'un d'assez ancré qui se pose pas trop de questions. Des fois, je sais plus ou moins où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Mais dès le moment où il y a peut-être des sentiments amoureux, de l'attachement, je pense que même peut-être dans les relations amicales, familiales, etc., j'ai toujours été la personne qui se mettait un peu plus à l'écart, se mettait plus de côté vis-à-vis de ses sentiments, ses envies, ses ambitions, pour permettre aux gens de se sentir bien. Ouais. Et je pense que aider peut-être mes proches à pas sombrer. Ouais. Parce que je voyais que des fois, il y a des situations qui étaient vraiment difficiles. Et puis, très jeune, j'avais pas envie de demander, j'avais pas envie d'être capricieux. Pour moi, même des choses qui étaient censées être normales, qu'un enfant aurait besoin, attendrait de ses parents ou pourrait demander dans une manière raisonnable, ben je me l'empêchais un peu, quelque part, par peur d'être capricieux, en fait, et puis de pousser un peu les gens à bout. Et puis, je sais pas, j'avais un peu cette méfiance-là et je pensais que c'était important. Ouais. Donc j'ai décidé d'agir comme ça assez tôt. Ouais. Ouais. C'est d'un côté une belle autonomie et puis d'un autre côté tu as envie de souvent faire beaucoup pour l'autre. Et puis je pense que tu sens qu'il y a des limites, il ne faut pas se perdre. Et c'est ça qui est délicat. Ben, cette limite elle est toujours... parce que déjà en fonction d'avec qui tu es en relation, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, pour moi la limite elle n'est pas toujours au même endroit. Parce que moi, je ne ferai peut-être pas autant de choses pour un ami que pour ma famille. Ou... Ça dépend des liens avec les gens et je pense que c'est important. Je ne regrette pas d'avoir utilisé ce comportement-là parce que ça m'a permis de très tôt être autonome vis-à-vis de plein de choses dans la vie, de comprendre des choses beaucoup plus rapidement. Et puis, un exemple que j'aimais bien, c'est que moi, je détestais être à la table des enfants dans les dîners de famille. Parce que très vite, moi, je ne me sentais pas concerné par cette période d'être un enfant. J'avais envie d'être à la table des adultes, même en étant très jeune. Ouais. Puis en fait, ce que je faisais, c'est que quand j'étais à la table des adultes, je parlais pas, je m'exprimais pas beaucoup, j'écoutais surtout. Parce qu'en fait, je me disais, quand ça parle des impôts, je sais que quand je serai grand, j'aurai besoin de savoir comment ça fonctionne les impôts. Du coup, si j'écoute les gens, peut-être que ça va me donner des informations et un peu d'avance sur certaines choses. J'ai appris beaucoup en fait en me mettant à côté des gens plus âgés, à comprendre comment ça fonctionne une vie d'adulte, etc. Puis j'ai pris des responsabilités peut-être que j'aurais pas eu besoin de prendre très très jeune. Tu as grandi un peu plus vite que la norme. Ouais, je pense, c'est possible. Ouais. Parce que tu m'as dit que tu avais 25, 26 26 ans maintenant, ouais. Voilà. Ouais, c'est quand même... Enfin, moi, c'est la période où j'ai commencé à m'ouvrir, tu vois, pour faire une image. Toi, j'ai l'impression que tu as déjà une belle ouverture depuis plusieurs années. C'est pas juste maintenant que tu t'ouvres. Non, je pense que c'est une ouverture qui... c'est un peu la porte qui essaye de s'ouvrir depuis pas mal de temps. Malheureusement, j'ai fait certains choix qui ont fait que je couvrais un peu cette sensibilité et cette ouverture. Mais ça fait un moment que ça demande à s'ouvrir, je pense. Ouais. Maintenant, j'ai des bonnes bases bien solides, ce que j'avais pas peut-être au début de ma vingtaine. J'ai pris la décision quand même, je crois que c'était le lendemain de mes 18 ans. J'étais déjà dehors de la maison, j'avais mon premier appartement. Moi, j'avais un boulot, j'avais de quoi assumer ces choses-là, mais c'est vrai qu'à 18 ans, j'avais encore jamais, malgré que j'étais assez autonome, j'avais encore jamais cuisiné un truc tout seul. J'avais jamais eu besoin de remplir mon frigo, j'avais jamais eu besoin de savoir quels ustensiles, qu'est-ce qu'on a besoin pour équiper une maison, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Parce que moi j'ai fait comme erreur, c'est que je voulais être autonome très vite et comme je n'osais pas demander, je faisais énormément de choses par moi-même. Du coup j'ai fait énormément d'erreurs. Mais ces erreurs-là, elles m'ont beaucoup appris de choses. Parce que je pense que tu peux faire une erreur toute bête dans un domaine qui va t'apprendre des réactions et de la gestion dans plein d'autres domaines. Si tu sais que tu débordes dans un domaine, tu te dis ce genre de situation, elle peut se refléter sur d'autres zones de ta vie. Et puis je sais qu'au tout début, j'avais un peu essayer de combler ce manque, de se dire j'avais des sous de côté, du coup il fallait que j'achète plein de choses qui allaient me faciliter ma vie, alors que maintenant je suis plutôt dans une optique où ma vie elle tient dans 5 cartons bananes, quoi.
Alors qu'avant, je me rappelle la première fois que j'avais été faire des courses à la Migros, j'avais même pas acheté des choses à manger, mais juste des ustensiles et tout. Et je crois que j'en avais pour 400 ou 500 balles de trucs qui sont encore neufs, que j'ai encore quelque chose que j'ai gardé dans un carton banane, mais que j'ai jamais vraiment utilisé. Ouais. J'ai acheté parce que je pensais qu'un jour j'en aurais besoin, alors qu'au final, j'ai jamais appris qu'est-ce que j'aurais besoin et qu'est-ce que j'aurais pas besoin. Je pensais que j'en avais besoin, mais... Ouais. Ouais, ouais. Et juste avant ça, alors j'imagine que c'est un peu avant, tu m'as parlé d'une période d'alcool et puis de drogue. C'était quoi? C'était avant ton ouverture, tout ça? Ouais, je pense. Ben, très jeune, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent chez moi. Au début, j'avais aucune idée que ça pouvait venir d'une ouverture de sensibilité ou autre. J'avais juste l'impression en fait que j'étais un peu quelqu'un d'abîmé par son enfance ou le début de son adolescence. Parce que du coup, quand tu dois toujours te débrouiller tout seul, bah après tu te forges un peu ce caractère où tu te dis dès que tu as besoin d'aide, tu te refuses à toi-même de demander aux gens et très vite, je pense que les influences amicales que j'ai eues dès mes 13 ans, je pense que on a commencé à boire de l'alcool. Bon, c'était une, deux bières au soleil avec des copains dans un champ ou comme ça. Il n'y a rien de très. Il n'y avait pas encore d'addiction ou je pense pas qu'on était vraiment bourré. On buvait un peu d'alcool parce qu'on découvrait ce que c'était. Puis au début, moi, je me rappelle les premières bières que j'ai bu, je n'ai pas aimé. C'est un peu comme le café. Au début, quand on boit, on n'aime pas. Ou alors pour tous les fumeurs, ils savent très bien que les premières cigarettes, personne ne les aime. C'est vrai. Donc ça a commencé par là. Je pense que c'est plutôt à mes 14 ans où ça a commencé à prendre une tournure différente parce que là, il y avait vraiment... on bricolait des vélomoteurs avec des copains, on buvait des bières, après il y a les cigarettes qui sont arrivées. Moi j'ai toujours eu un peu de cercle d'amis pendant mon adolescence, ceux qui faisaient la fête, qui se rapprochaient plus des drogues, de l'alcool et toutes ces choses-là, puis ceux d'un côté qui étaient très dans la mécanique, qui ont bricolé des vélomoteurs, des scooters, toujours des trucs. Puis ces gens-là étaient plus âgés que moi, du coup j'avais aussi... ça m'intriguait plus parce qu'en fait, eux, ils avaient déjà un peu cette expérience-là. Il y avait déjà un atelier avec des choses qui étaient là, mises en place. Et puis, moi, j'y allais parce que j'avais envie d'apprendre des choses et de découvrir tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché, justement, de... L'alcool, moi, je pense que j'ai jamais eu trop de problèmes d'addiction. Je pense que c'était plus de l'abus parce que les gens boivent. Alors, moi, je bois. Si tu bois pas, ben, les gens se posent des questions. Ouais. Et je pense que c'était plus une manière d'essayer de ne pas être mis à l'écart. Mais tu as eu une substance qui a été compliquée pour toi Est-ce que tu t'es senti pris dans une substance à un moment donné ou pas? Le cannabis, ouais. Ah, d'accord. Je pense que ça s'est installé, ouais, je pense entre 14 et 15 ans, quand j'étais à l'école secondaire. Quand il y avait plus ce dilemme de, après tout ça, c'est la vie. Il faut trouver une idée de travail. Est-ce que je fais des études? Est-ce que je me concentre beaucoup sur ce que je fais à l'école ou pas? Parce que avant que je commence ces addictions-là, je savais que j'étais assez fort à l'école. J'ai jamais eu besoin, même en apprentissage, j'ai jamais eu besoin d'ouvrir un bouquin, un livre ou quoi que ce soit. Moi, ça me suffisait d'être attentif aux cours pour avoir des notes qui se fondaient dans la masse, dans la moyenne. Moi, je me contentais de ça. J'étais plus préoccupé par ces addictions, justement. Le tabac et le cannabis. L'alcool, ça a moins été une source de problème parce que si j'avais pas envie de boire, je sortais juste pas. Mais le cannabis, au début, je niais le fait que ça pouvait être quelque chose de dangereux et d'addictif. Parce qu'au final, quand je me disais toujours, mais de toute façon, autour de toi, tout le monde fume. Si ça posait vraiment problème, que c'était vraiment grave, les gens ne feraient pas ça. C'est un peu la naïveté de l'adolescence, quoi. Mais alors que c'est pas si doux que ça, non, le cannabis. Non, surtout à l'heure actuelle. Je pense qu'à l'époque, peut-être que c'était possible de fumer du cannabis qui était beaucoup plus doux, mais maintenant, les choses quand on est adolescent, on ne sait pas comment éventuellement cultiver pour avoir son propre cannabis et puis pouvoir fumer quelque chose qu'on sait d'où ça vient. Maintenant, la plupart de ces substances-là, elles sont importées du Maroc, d'Espagne, des Pays-Bas. C'est des choses qui sont modifiées chimiquement. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion dans certains types de cannabis qu'on a consommés en étant adolescent où ça se rapprochait presque plus des sensations et des effets d'une drogue dure qu'une drogue douce, clairement. Ouais. Nous, on parlait, même si on a à peu près 10 ans de différence, mais c'est égal, je pense que ça reste un peu la même chose. On parlait qu'il y avait le cannabis des champs, donc c'était plutôt le chanvre
qu'on Ouais. pouvait fumer, ça faisait pas énormément d'effet. Puis il y avait des trucs que tu pouvais acheter à Berne ou dans des grands endroits, où là c'était avec des lampes sodium, et puis tu fumais un joint, tu étais complètement à côté, quoi. Ouais, et puis même, je pense que comme la plupart du temps où je fumais quand j'étais adolescent, donc je pense que c'est la période de 14 à jusqu'à que j'ai 18-20 ans, je me posais pas trop de questions parce qu'en fait, j'ai toujours eu un peu malgré la quantité d'alcool que je buvais et la quantité de joints que je fumais pendant cette adolescence-là, j'ai l'impression que mon corps, il a toujours eu il a toujours su assez bien s'adapter. Je pouvais encaisser beaucoup avant d'être mal ou d'être fatigué, d'avoir besoin de rentrer ou autre. Je voyais que les gens autour de moi, ils géraient beaucoup moins bien ces choses-là. Et de nouveau, le syndrome de la personne qui doit s'occuper des autres faisait un peu un nouveau effet. Moi, je gardais cette espèce de lucidité. Je consommais comme les gens, mais je gardais cette lucidité-là parce que je voyais que les gens autour de moi, ils consommaient ça, mais sans se rendre compte de la claque que ça te met, quoi. Ouais. Avec le recul, tu arrives à dire pourquoi, c'est quoi, tu étais juste curieux de tester ces substances, ou est-ce que tu as l'impression de devoir d'anesthésier un petit peu? Il y a les deux. Ok. Parce que j'avais d'un côté cette pensée de me dire je suis curieux, parce qu'en fait je suis adolescent et si je me prive de vivre toutes ces choses-là quand je suis adolescent, si je reste à la maison, je fais quoi? J'avais pas encore des passions bien déterminées de savoir qu'est-ce que je veux faire, si j'avais des projets ou autre. Donc moi j'avais envie de m'amuser. L'école ça m'intéressait pas trop. Moi je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire comme métier, même à l'école primaire quand j'avais je sais pas 10-12 ans. Moi ça m'intéressait pas cette espèce de processus où il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Machin. Donc ouais j'avais envie de m'amuser et puis je sais que d'un côté quand même j'avais presque besoin de consommer parce que quand j'étais avec ces gens-là qui consommaient, qui s'amusaient, ben moi je me sentais pas vraiment à ma place. J'aurais dû trouver une occupation qui m'animait différemment, mais je me laissais un peu emporter par le groupe. J'étais un peu celui qui était toujours en train de regarder les étoiles, les nuages, les couchers de soleil. Et j'étais beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus quand on allait faire la fête dans la forêt, parce qu'on a fait ça pendant tellement longtemps, même l'hiver, on faisait la fête dans la forêt avec la neige, on faisait des grands feux, on construisait des trucs en bois pour garder la chaleur du feu, on construisait des cabanes pour se mettre à l'abri, etc. Mais on faisait ça pour faire la fête. Et puis, d'un côté, j'ai toujours eu du coup cette proximité avec la nature. Moi, j'ai toujours voulu aller plus du côté. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire cette cabane, de faire du feu, d'être dans la forêt, pas de fumer des joints ou de boire des bières. Je consommais pourquoi? Parce que on était tout le temps assis autour du feu une fois que c'était fait, puis il se passait rien. On écoutait de la musique, on buvait des bières, mais il n'y avait pas de finalité, il n'y avait rien, pas d'évolution, pas de mouvement. Le but, c'était juste de boire. Puis quand tout le monde est trop bourré ou qu'il y a quelqu'un qu'il faut commencer à gérer, c'est là que la soirée elle prenait fin. Parce qu'il fallait de toute façon quelqu'un pour aussi nettoyer la merde qu'il y avait là autour. Et puis c'était souvent les mêmes personnes, parce que ceux qui n'arrivaient pas à se gérer, il fallait d'abord les rentrer à la maison, après il fallait revenir pour nettoyer, après rentrer, voire revenir le lendemain. Et puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans cette lucidité-là comme moi, malgré qu'on consommait. Ouais, tu avais comme un recul de la situation déjà à cet âge-là, finalement. C'est comme si tu voyais les choses avec un peu de recul, un peu de distance. Puis tu étais moins pris dans le côté... ouais, tu aimais juste la nature, en fait. Tu étais connecté avec tout ça. Je dirais même que j'avais anticipé cette problématique de l'addiction. Pour le cannabis, pas, parce que dans le village où j'ai grandi, avec les gens que j'ai grandi autour de moi, les adultes fumaient du cannabis, les vieux fumaient du cannabis, enfin les vieux, les seniors fumaient. Il y avait un peu cette ambiance hippie qui régnait, donc je me suis pas posé la question tout de suite. Pour moi, ça avait l'air d'être quelque chose de beaucoup plus banal. Pour moi, l'alcool me faisait plus peur que le cannabis. Mais pour le tabac, par exemple, je savais que à force qu'on me fasse la morale sur le tabac, malgré le fait que quand j'ai commencé à fumer, je me suis dit potentiellement dans 10 ans tu vas te retrouver dans la situation qu'on te répète et qu'on te rabâche. Ça ne m'a pas empêché de le faire, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre quand c'est des adultes avec une cigarette à la bouche qui te disent qu'il ne faut pas fumer, c'est mauvais. Et quel genre d'exemple tu donnes en donnant des leçons comme ça? Et puis d'un côté je me suis dit voilà, en fait c'est une vie, on va essayer de faire nos expériences et puis
et puis on va faire notre chemin. Je sais qu'on avait fait quand on était très jeune, vu qu'on fumait énormément de cannabis, on avait appelé ça le squat. C'était dans le garage d'un pote, on avait amené des canapés, on avait fait des espèces de murs avec des draps. C'était un endroit où on allait pour fumer, boire des bières, et puis on avait des consoles de jeux vidéo, et puis on passait nos soirées là-bas. On écoutait de la musique, on faisait des blind tests, des tas de trucs comme ça. Donc j'en garde des très bons souvenirs de toutes ces choses-là, malgré que c'était des passages assez difficiles. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il y avait une forte influence de l'entourage, et puis c'était trop banalisé, Ouais. cette consommation-là. Oui. Et puis vers 20 ans après, donc j'imagine pas très loin de cette période-là, tu découvres vraiment ton hypersensibilité. C'est comment que tu découvres ça? C'est quelqu'un qui te dit? C'est un psychologue? Bah, à force une fois que je suis rentré dans la vie professionnelle de manière un peu plus sérieuse, après l'apprentissage, etc., moi j'ai des idées de projets, de choses qui commençaient à germer, et puis c'était, comme je disais avant, cette fameuse porte là, qui commençait à pousser pour s'ouvrir. Et puis, à force de faire des burn-out, même très jeune en fait, dès que j'ai commencé l'apprentissage, à travailler, j'étais dans la mécanique automobile, puis j'étais dans un garage où ça fonctionnait un peu comme à l'époque. Fallait vraiment, j'ai eu plusieurs fois, dans le sens propre et pas figuré, des coups de pied au cul quand tu faisais des erreurs qui étaient vraiment insignifiantes dans tout le truc. Surtout qu'en fait, 90% du temps, étant perfectionniste, je faisais des choses justes, mais c'était jamais assez bien. Et puis, c'est là où j'ai commencé à me demander, mais pourquoi je suis tout le temps fatigué? Pourquoi j'ai tout le temps besoin de me reposer? Pourquoi c'est si difficile de se lever et puis de faire des choses que les autres, ils le font avec une grande banalité? Pourtant, je pense que je suis de loin pas la personne qui a eu le parcours de vie le plus difficile. Moi, j'ai des amis qui ont grandi avec moi, qui ont eu des parcours et des enfances probablement plus difficiles que la mienne. Mais moi, j'ai toujours eu ce problème-là où il a fallu se poser des questions, que je me pose des questions tout seul, puisque je ne demandais pas forcément de l'aide, du coup, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait. Oui. Et puis, au début, je n'ai pas eu tout de suite cette idée-là de consulter un psychologue. Au début, je cachais cette sensibilité et ces choses-là en me disant maintenant, lève-toi, va boire quelques bières, ça ira mieux après. Une fois que tu es ivre, puis qu'il y a de la musique autour de toi, tu n'as pas besoin de te poser ces questions de sensibilité, parce que l'alcool et les drogues, ça te donne de l'énergie, voire même tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire d'eau, ça te stimule de manière très différente. Et puis, je pense que c'est sur le passage de la vingtaine où un jour ou l'autre, j'ai dit j'en avais marre en fait de tout le temps changer d'entreprise, de changer d'endroit pour travailler, parce que je retrouvais toujours ça, j'étais stimulé, je trouvais le travail très intéressant sur une période de 6 mois, une année. À partir de ce temps-là, chaque fois je replongeais dans cette dynamique où je sortais pas de mon lit, j'avais rien envie de faire, je mangeais pas forcément, etc. Puis comme j'habitais seul, il n'y a pas beaucoup de gens qui le voyaient, parce que quand je voyais ma famille ou autre, je me comportais bien, puisque je savais que j'avais pas envie de leur infliger ce que moi je vivais, parce que je savais que ma famille allait se poser beaucoup de questions, et puis d'un côté, je savais aussi qu'ils n'étaient pas forcément capables de m'aider, parce qu'ils avaient eux aussi besoin de régler certaines choses. Enfin, pas capables, mais je les pensais pas capables. Alors qu'au final, je me suis probablement trompé sur ça. Et un beau jour, j'ai quand même dit il faut que je fasse quelque chose. Et puis je me suis dit, je pense que la manière la plus simple de trouver des réponses à mes questions, c'est de consulter un psychologue. Au pire, j'y vais une fois et je perds 100 francs et 1 heure de mon temps. C'est pas grand-chose par rapport à tout le temps que j'ai perdu derrière. Ouais. C'est ça. Et puis j'ai eu de la chance parce que après, je pense, il m'a fallu juste 48 heures de recherche où j'ai téléphoné à plein de psychologues. Puis en fait, c'est toujours la même réponse de « Désolé, on ne peut pas te prendre, il y a trop de gens qui sont sous la file d'attente, etc. » Et puis un jour, j'ai fait un coup de téléphone, puis j'ai eu un monsieur au téléphone qui a accepté de me prendre dans l'urgence, entre guillemets. Enfin, moi, je n'ai pas exprimé cette urgence-là, mais lui, il l'a entendu dans la manière dont j'ai décidé de prendre ce rendez-vous-là. Du coup, il m'a je ne sais plus sous quel... Je pense sous 7 jours, j'avais pu aller pour la première fois. Ah ouais.
Et puis, du coup, j'étais impatient parce que moi, j'étais là, super, maintenant je vais trouver sûrement une solution ou du moins, je vais aider cette porte à s'ouvrir un peu plus parce que ça va pas rien m'apporter, je pense, d'aller chez un psychologue. J'étais quand même un petit peu conscient de cette sensibilité-là et de ce besoin de parler. Et lui, il a tout de suite cerné en fait cette problème, non pas j'allais dire cette problématique, cette sensibilité en fait. Ouais. Et j'avais une problématique, mais c'est pas ma sensibilité qui est une problématique. Je pense que c'est mieux de formuler comme ça. Oui. Et en fait, dès le premier rendez-vous, il a mis des mots et il m'a donné des chemins à des livres à lire, des choses à regarder sur YouTube, sur Internet, qui ont fait que moi j'avais déjà un peu préparé ce rendez-vous-là. Du coup, j'avais déjà conscience de certaines réponses qu'il allait me donner. Et lui, il m'a vraiment aidé à commencer à ouvrir cette porte de manière plus définitive, même si j'ai décidé de la refermer de mon propre gré par la suite, mais lui m'a vraiment aidé à l'ouvrir. Ouais. Donc le point de départ, quand même, un peu d'une acceptation, enfin, gentiment, tu étais proche d'accepter ta sensibilité. Ouais, d'en prendre conscience beaucoup plus pleinement, parce qu'en fait, pendant toute cette adolescence-là, je savais que j'étais sensible. Ouais, j'ai beaucoup refoulé cette sensibilité, parce que du coup, quand on est adolescent, il y a instinctivement, de toute façon, les femmes se mettent avec les femmes et les hommes avec les hommes, même si parfois ça se mélange un peu, mais moi j'ai toujours été avec un groupe de potes, surtout que j'étais intéressé par la mécanique, donc toujours avec des hommes. Ouais. Et puis j'en avais quand même conscience avant, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter. Je me suis toujours remis en question. Même quand j'avais l'impression d'être sûr de moi, il y avait toujours cette part au fond de moi, cette petite voix, le mental en fait, qui venait te dire, qui venait toquer à la porte là, puis dire peut-être que t'as pas raison. Puis aujourd'hui, est-ce que tu as encore beaucoup d'amis hommes ou tu es plus facilement connecté avec des femmes? Alors je pense clairement que c'est beaucoup plus facile pour moi d'échanger avec les femmes parce que j'ai l'impression que même très plus loin dans l'âge, parce que je suis quand même relativement jeune, de toute façon les hommes de mon âge, c'est rédhibitoire, je pense 90%. Voilà, ce qui les intéresse, c'est les femmes, l'alcool, les voitures, la cigarette, éventuellement la drogue ou des choses comme ça. Mais ça reste dans un environnement relativement fermé. Dès que tu sors un peu de là, les gens, ils ont un peu cette... je sais pas si c'est du jugement ou de la crainte ou parfois de la curiosité quand même. Mais ils ont de la peine à ouvrir cette curiosité parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie de s'intéresser à ça. Mais surtout, moi, j'ai beaucoup évolué dans les garages, quoi. Enfin, tu passes 8 heures par jour durant 5 jours sur 7 de la semaine dans des garages. Et puis ça... Ouais, moi, j'ai toujours eu de la peine avec cette manière que les hommes avaient de parler des femmes. Moi, j'ai toujours été très à cheval sur le respect, les valeurs et tout ça. Je dirais pas que je me suis plus connecté avec beaucoup de femmes, mais j'ai beaucoup plus de facilité si j'ai le choix entre aller avec un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Comme je sais plus ou moins où ça fonctionne du côté des hommes, j'aurais plus tendance à aller voir du côté des femmes parce qu'il y aura une ouverture qui sera bien différente, clairement. Ouais. Qui va peut-être te nourrir différemment. Ouais. Je peux pas dire que c'est mieux, mais il te faut ça pour ton équilibre. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de maturité, il y a plus de... En tout cas, si je devais prendre vraiment sur la tranche de mon âge, ma génération, c'est beaucoup plus facile de discuter de certaines choses, de moi aussi en fait, avec des femmes qu'avec des hommes. Ouais. Alors, je te rassure que 10 ans plus tard, ce sera la même chose. En tout cas, pour moi, c'est toujours pareil. Ouais. À 22 ans, tu perds ton beau-père. Tu m'as expliqué, là, tu as eu un moment très difficile, tu as un petit peu sombré, ce qui est normal. Puis après, tout d'un coup, tu as switché sur quelque chose de positif. Je me rappelle que tout avait commencé où c'était une après-midi ensoleillée. Moi, j'étais en train de rempoter mes plantes. J'ai eu pendant une bonne période de ma vie, j'ai eu des serpents. Du coup, j'avais toujours des terrariums et des choses comme ça dans ma chambre. Puis c'est un truc qui m'apaisait beaucoup, en fait, de cultiver des plantes, d'avoir des animaux, de créer des biotopes, etc. J'étais occupé à ça et puis j'écoutais de la musique. Je n'étais pas trop attentif à ce qui se passait sur mon téléphone. Et puis tout d'un coup, je prends mon téléphone puis je vois une notification WhatsApp et c'était juste écrit « Nico est mort ». Puis au début, je me suis dit « Attends, il est mort de rire, il est mort de fatigue,
qu'est-ce qui se passe quoi? Puis tout d'un coup, je déballe les notifications, puis je vois un téléphone de mon grand-père. Alors déjà, c'est même pas écrit grand-papa, il y a le nom et le prénom. En plus, c'est un nom composé, donc c'est vraiment le... Je dis, oh, il doit se passer quelque chose de grave pour que mon grand-père il décide de me téléphoner 2 fois. Du coup, je dis ok, j'ai décidé de ne pas téléphoner directement à ma maman parce que après quelques minutes, je dis bon ok, le message, le coup de téléphone, ça a un peu annoncé la couleur. Et puis quand j'ai eu mon grand-père au téléphone, ça a duré 10 secondes. Hein, faut que tu viennes à la maison. Tout, tout, tout. Ah ouais. Ok, du coup j'ai pris ma voiture, j'ai été jusque là-bas. Puis le trajet était assez court, du coup je n'ai pas eu le temps de trop me poser de questions. Mais ouais, quand je suis arrivé sur place, ben, lui était allongé sur le canapé du salon. Je ne saurais même plus vraiment dire en fait dans quel état ma mère elle était. De toute façon, elle pleurait, elle était triste, mais c'était pas si dramatique que ça. J'ai l'impression que même les gens, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais tout le monde était debout et puis personne n'osait réagir, tout le monde était dans la panique, tout le monde voulait essayer de faire quelque chose, etc. Puis en fait, concrètement, il n'y avait plus rien à faire, quoi. On attendait les pompes funèbres et puis moi j'ai nouveau en fait endossé cette espèce de rôle où quand je suis arrivé, j'ai éprouvé quasiment aucune émotion. Tout s'est fait. Je sais pas, en fait, il a fallu rassurer les gens. Il a fallu. Mon grand-père, quand il y a des situations difficiles, il a vraiment de la difficulté à éprouver de l'empathie. Enfin, peut-être qu'il l'éprouve du coup intérieurement, mais son comportement, il est très autoritaire. Puis voire même si. Je pense qu'il serait même capable, si ma maman elle pleure, il serait capable de dire oh, arrête de pleurer, de toute façon, maintenant c'est fait, c'est fait. Donc il y avait une atmosphère très dure, très pesante. Puis moi j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'aie un comportement qui soit un peu digne de la situation. Il ne fallait pas que je montre ma faiblesse parce que j'étais un homme. Ouais. Et puis il fallait... Tu tiennes un peu l'histoire sur ouais. le moment, quoi. Il fallait mettre une trame dans tout ce qui se passait parce que ma mère était dans tous ses états. Et puis la manière dont les choses se sont passées, les choses que ma mère m'a racontées par après, ça a été, je pense pour elle, ça a été quelque chose de très violent. Et on attendait les pompes funèbres et je sais que moi j'ai même été jusqu'à endosser le rôle de porter mon grand-père avec les pompes funèbres dans la voiture. Ouais, donc un monstre bouleversement. Et tu t'es senti un peu sur pilote automatique à ce moment-là? Ou parce que là, bah oui, là ça te fait des émotions de le raconter, mais sur le moment tu t'es senti comme avec une force que tu comprends pas d'où elle venait? Ouais, je pense. Ouais. Ben, j'ai déjà eu cette espèce de... Comme j'ai eu assez régulièrement, dès qu'il y a des situations qui sont très difficiles, qui feraient potentiellement déborder le vase, c'est qu'il y a tout qui se coupe. Je deviens comme un robot, en fait. Je fais les choses... j'arrive toujours à réfléchir avec empathie, mais j'arrive pas à l'exprimer. Ouais. Je pense pas que ça se voyait sur moi au début, que ça m'a impacté, etc. Voire peut-être même qu'intérieurement, ça m'a pas impacté tout de suite. Jusqu'à que j'ai compris qu'en fait, il serait plus jamais là, quoi. Ouais. Je pense que c'est un mode intérieur qui nous protège, j'ai l'impression. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps aussi avec une amie qui s'appelle Monique. Oui. Peut-être que tu l'avais vu passer, puis oui, elle explique pensé, comme toi. Ouais. Elle s'est sentie comme sur pilote automatique, elle fait ce qu'il y a à faire, puis c'est après que ça lâche. Peut-être qu'après il y a des émotions, mais sur le moment, on ne les sent pas vraiment, les émotions. Non. C'est ça. Ben, ça fait presque... Ouais, je dirais pas de la peur, mais j'ai remis beaucoup en doute des fois ce genre de comportement. Je me suis dit, mais j'arrivais quand même à analyser la gravité de la situation, entre guillemets, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon corps ne répondait pas à ces choses-là. Ouais. C'est par la suite que j'ai réussi à mieux comprendre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le moment du décès, donc tout près. Enfin, c'est vraiment cette période-là. Puis après, tu m'as dit que tu avais été faire un trek ou que tu m'as expliqué que tu n'étais pas bien du tout, puis tout d'un coup, tu as dû aller marcher, c'est ça? Bah, j'étais en vacances d'été. Je crois que même potentiellement, j'étais en arrêt maladie pendant plusieurs semaines. Parce que j'étais déjà en dépression avant que cet événement arrive. Dépression, burn-out, je ne sais pas exactement comment catégoriser cette période-là. Il y a eu ça. Donc j'ai passé, je pense, environ 2 semaines couché dans mon lit à rien faire de spécial à part m'occuper de mes quelques animaux, m'alimenter le strict nécessaire, boire de l'eau et puis
bah, j'étais toujours dans cette addiction de fumer des joints, même s'il fallait couvrir tout ce qui se passait, etc. Et puis je savais qu'à la fin de ces vacances d'été, mon assurance maladie se terminait, mes vacances se terminaient. Puis l'avant-dernier jour, j'avais pris la décision de, je sais pas, moi j'ai toujours aimé la montagne, etc. Et j'avais une personne dans mon entourage à cette époque-là qui organisait des sorties en montagne. Puis là, pour le coup, c'était de partir en haute montagne et de gravir un sommet de 4000 mètres. Et puis, bah, je sais pas, en fait, j'y ai pas pensé pendant tout le long où j'étais couché dans mon lit, etc. Mais c'est vrai que bah, du jour au lendemain, j'ai pris mes godasses, mon pantalon, mon équipement, puis j'ai été jusqu'en haut de cette montagne, quoi. Ouais, donc tu es passé un peu de la, on pourrait dire comme ça, un peu de la dépression à celui qui va monter une montagne, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, puis j'ai eu beaucoup de facilité On l'a fait en 2 étapes. La première journée, il y avait une bonne grande partie jusqu'au bivouac en haute altitude, la cabane, le refuge. Puis après, il y avait la deuxième partie où il y avait le glacier jusqu'au sommet, etc. Mais ouais, j'ai eu une facilité déconcertante à le faire. Ouais. Tu as l'impression d'avoir été poussé un peu par... Ouais, clairement. Que ce soit par lui ou en tout cas des énergies. Ah, pour moi, je l'ai fait pour lui. Ah ouais. Ouais. Ça t'a donné 2 fois plus de force. Ouais, clairement. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, on était en groupe, mais moi, j'ai pratiquement toujours marché tout seul. Quand on était en cordée, ben, on était obligé d'être en cordée, mais sinon, le 95% du trek, je l'ai fait sans parler. Ouais. Quand on parle, on dirait déjà avant, on dirait que la nature, pour toi, ou en tout cas tout ce qui touche au naturel, les animaux, les choses comme ça, on dirait que c'est quelque chose qui te permet de passer des étapes, quelque chose de guérissant. Ouais, clairement. Ah ouais. Une thérapie. Quand j'ai besoin de passer des périodes difficiles ou autres, je vais dans la forêt. Ouais. Je dors dans la forêt, je mange dans la forêt, je me lave dans la rivière. Toutes ces choses-là. Ouais. Revenir à des choses qui peuvent paraître très basiques pour beaucoup de gens, mais ça, déjà, ça te reconnecte au corps, je peux que imaginer. Puis en reconnectant au corps, ça te fait une sorte de guérison en même temps, je pense. Moi, j'ai l'impression d'avoir quand même un lien assez... J'ai toujours eu peur un peu de parler de ça, parce que j'ai toujours eu un peu peur du jugement, mais j'ai toujours été très, très intrigué par tout ce qui est mystique, le chamanisme, ce genre de choses-là. Et... J'ai jamais fait de formation ou autre, parce qu'en fait, même les gens qui parlent ou qui s'expriment beaucoup vis-à-vis de ça, pour moi, c'est des pratiques et des choses qui se font dans une certaine discrétion. Un chaman ne va jamais crier sur les toits qu'il est chaman et qui venez chez moi, je vais vous aider. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une part un peu de sombre dans cette manière de vouloir attirer les gens là-dedans, parce que pour moi, comme on me l'a toujours dit, parce que vu que j'ai baigné un peu assez proche des drogues, moi j'ai toujours été intéressé par l'expérience de l'ayahuasca. Puis il y a une phrase qui dit, c'est que c'est pas toi qui vas chercher l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca qui vient te chercher. Pour moi, le chamanisme, c'est un peu la même chose. Si tu baignes dans ce genre de choses, tu le fais pour toi. Le jour où tu as une certaine expérience, ça devient logique de la partager avec les gens. Et les gens, ils viendront vers toi, ils viendront chercher ce qu'ils ont besoin de trouver. C'est pas toi qui as besoin comme ça se fait sur les réseaux sociaux maintenant, une sorte de marketing un peu... moi je fais ce geste-là un peu... oui, business quoi. Ouais, c'est qu'il y a du business qui se promène là derrière maintenant, mais c'est vrai que moi depuis assez jeune, j'ai des pratiques que ma grand-mère m'a transmises, que j'utilise, mais je le fais seul pour l'instant. Ouais. Puis peut-être qu'un jour, tu le partageras d'une manière ou d'une autre. J'espère. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que même rien que ce que j'ai vécu ces derniers temps, ça me pousse clairement à commencer à partager ce genre de choses-là. Je commence à avoir une certaine expérience et puis je le vois dans tout ce que j'ai pratiqué en lien avec la nature. J'ai beaucoup pratiqué l'exposition au froid. J'ai été me baigner avec des gens, avec des groupes, etc. Puis en fait, moi, j'ai toujours eu, quand les gens ils parlent toujours des risques, il faut de la préparation, etc. Il y a un processus à respecter pour respecter son corps. Mais moi, j'ai toujours eu la flemme de respecter ce que les gens ils voulaient pour moi. Moi, j'avais envie de respecter ce que mon corps il me demandait. Et puis, je sais, les gens, ils ont toujours
Par sécurité, ils utilisent toujours des gants en néoprène, des chaussons en néoprène, il faut rester tant de temps, machin, etc. Faut pas abuser si vous êtes fatigué. Enfin, ils réfléchissent tellement que moi, des fois, j'aime pas aller avec les gens parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma propre pratique est remise en question parce que du coup, je suis encadré par quelqu'un qui propose cette activité-là. Et comme lui, il n'a pas envie qu'il m'arrive quelque chose, ce que je respecte tout à fait, Oui. aucun problème avec ça, mais du coup, moi, ça me bride parfois dans ma Ouais, je pratique. comprends. Ouais. Parce que moi, j'aime faire les choses dans les extrêmes. Ouais. Et puis aussi, justement, en suivant ton intuition, en suivant, alors moi j'appelle ça le guide, peu importe, Ouais. mais cette énergie qui te guide, en fait. Ouais, et puis moi, j'ai tellement confiance en cette énergie, j'ai confiance en la nature, etc. J'ai presque plus confiance en mon. Ouais, j'allais dire, j'ai plus confiance en mon corps qu'en moi, mais en fait, je suis mon corps. Mais j'ai l'impression que le corps, c'est comme un outil. Ouais. Lui, il saura mieux que mon mental qu'est-ce que je dois faire. Et en pratiquant seul, justement, puis en n'étant pas influencé par les gens qui pratiquent autour de moi, bah, j'ai développé des choses bien différentes dans ma pratique, clairement. Ouais. Beaucoup plus, toujours dans cette espèce d'autonomie, quoi. Moi, j'adore être autodidacte dans tout ce que je fais. J'aime bien apprendre par moi-même. Et puis, en fait, je vois que en écoutant mon corps et mes intuitions, j'ai une capacité à apprendre les choses très rapidement, beaucoup plus rapidement que la moyenne, en tout cas. Ouais. Tu sens que notre corps, c'est un peu comme une énorme boussole, et puis que si vraiment on l'écoute, on ne peut pas trop se tromper. Non, en règle générale, c'est difficile. Ouais. Ouais. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il faut plus s'attendre à avoir une pancarte qui apparaît à quelque part avec des consignes ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'une fois qu'on arrive à comprendre comment le corps il décide de communiquer avec nous, parce que ça peut être différent, je pense, chez certaines personnes. On ne ressent peut-être pas les choses tous de la même manière et on n'a pas des intuitions tous de la même manière. Mais moi, je sais que quand j'ai une confirmation de mon guide, je ressens des picotements depuis le début des épaules jusque sur le dessus de la tête, quoi. Ah ouais. Ah, excellent, ça te fait ça une fraction de seconde. Ah, des fois plusieurs secondes, mais Ok. ça dépend des intensités. Des fois c'est chaud, des fois c'est froid. Ouais. Mais je sens un peu comme quand on a ce frissonnement quand on est froid. Mais sauf que moi, je bouge pas. Quand je ressens ça, c'est vraiment. Ça part depuis les épaules, ça grimpe sur ma tête et puis Ouais. je pense que ça part quelque part en haut, quoi. Oui, et puis que ça a rien à voir avec la température du moment. Mhm. C'est un autre frisson, mais que ça fait un peu le même effet. C'est ça. Bah, pendant très longtemps, en fait, je remettais ça en question parce que je croyais que c'était moi qui le provoquais ce frisson. Ouais. Parce que j'avais un peu froid ou parce que j'étais stressé ou autre. Et puis en fait, le jour où j'ai vraiment compris la signification de ce frisson-là, j'étais au Népal. D'ailleurs, je me suis fait un tatou dans la nuque. Je me suis fait tatouer au bambou à Katmandou pour dire maintenant, c'est concret. Il faut arrêter de douter de ça. Ouais. Moi, j'ai souvent que je discute avec des gens, alors que ce soit de mon travail ou autre, tout d'un coup, comme toi, un frisson. Alors moi, c'est plutôt le long de la colonne vertébrale, mais c'est le même principe. Voilà, c'est très rapide, c'est comme l'électricité qui me traverse. Ouais. Puis pour moi, ça confirme que ce qu'on est en train de dire, c'est aligné à quelque part. Ouais. Même parfois, je pense quelque chose, puis juste avant que mon cerveau émette un certain doute, j'ai cette sensation-là qui vient. Voilà, ça vient, tu vois. Mais ça vient, et puis en fait, des fois, tu te dis, tu as envie de douter parce que tu n'as pas envie de prendre le risque ou quelque chose comme ça. Puis en fait, quand tu as cette sensation qui arrive, tu te dis, bon, en fait, c'est OK, j'ai pas besoin de réfléchir plus. Ouais. C'est ça. Il faut juste y aller, suivre la direction, et puis c'est bon. Ouais. Si tu reviens, juste pour terminer, dans les moments où c'était difficile pour toi, si quelqu'un nous écoute qui est un petit peu perturbé avec sa sensibilité, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Par quoi tu commencerais pour essayer de faire du positif avec tout ça? Bah, je pense que c'est important de suivre son chemin, puisqu'on en a tous un différent. Moi, j'ai très longtemps vécu sous la procuration des gens, par manque de confiance en moi. Et puis, j'ai toujours voulu faire plaisir aux gens avant de me faire plaisir à moi-même. Et puis, je pense que c'est important quand on commence à ressentir des choses et que notre corps il nous exprime certaines choses, je pense que c'est important en fait si je pouvais donner un conseil aux gens, par exemple, qui ont un peu peur de la solitude ou qui pensent que la solitude c'est quelque chose de difficile ou de négatif, je pense que c'est
c'est une des meilleures décisions qu'on peut prendre de notre vie, de se mettre à l'écart je dis pas qu'il faut se mettre à l'écart de sa famille, de ses amis ou autre, mais il y a un temps pour chaque chose. Il faut qu'on comprenne combien de temps il faut qu'on reste avec les gens pour s'amuser, pour profiter. Il faut aussi comprendre combien de temps on a besoin pour nous. Ouais. Parce que cette solitude-là, je pense qu'elle permet d'évoluer très rapidement, si on en a envie. Ouais. C'est pas une course, mais moi j'ai eu besoin, depuis très jeune, de capter cette solitude parce que je comprenais quand j'étais dans cette solitude-là, bah, je pouvais ressentir des choses et ouais, bah, je pouvais progresser. Et puis en fait, moi j'ai toujours eu cette petite voix qui me disait il faut que tu creuses ces choses-là, il faut que tu ouvres cette porte, faut que tu. Et puis ouais, je pense que c'est important. La solitude, ça pourrait être mon meilleur conseil. Même si c'est difficile, je pense qu'avec le temps, ça devient quelque chose de facile, voire même d'indispensable. Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi.